J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis avec Justine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci. Merci à toi de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous indiquer un peu comment tu t'es lancée, nous parler aussi un peu de ton histoire, etc. Oui, alors moi en général quand on me demande de me présenter, je commence toujours par dire que j'ai eu 5 vies depuis que je suis là. Parce qu'à l'origine je partais pour devenir pédiatre, donc je partais pour faire médecine, etc. Du jour au lendemain j'ai dévié, je suis partie faire une licence d'écriture pour devenir écrivaine. Ok. Rien à voir. Et à l'origine, voilà, rien à voir avec la choucroute, comme j'aime bien dire. Donc, j'ai fait des études pour devenir écrivaine. Je me suis lancée en tant qu'autrice indépendante. Donc, je publiais mes bouquins toute seule. J'accompagnais les jeunes auteurs à écrire leurs romans, voilà, à prendre confiance en eux, etc. Et suite à un burn-out, j'ai décidé de me reconvertir complètement et de me diriger beaucoup plus vers les métiers de la communication, du marketing digital, etc. Et donc, aujourd'hui, je suis coach business spécialisé en marketing digital et du coup en storytelling. Et j'accompagne les entrepreneurs à créer du contenu qui leur ressemble, à créer du contenu, comment dire, qui sortent du lot un petit peu et qui leur permettent voilà, de vendre, de se placer en tant que guide pour leurs clients et puis de faire la différence. Tu parlais, Voilà. tu parlais de storytelling. Justement, ben, on est là aujourd'hui pour parler de cette thématique. Et c'est vrai qu'en fait, ton parcours fait sens, vu que ben, en étant écrivaine, tu as pu, toi, raconter des histoires, Ouais. imaginer des scénarios, imaginer le contexte, etc. Pour les gens qui ne comprennent pas forcément cette notion, est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que c'est et quels sont surtout les avantages liés à la communication et surtout au business, vu que tout le monde nous dit aujourd'hui vous devez impérativement faire du storytelling, mais au final, c'est quoi et quels sont les avantages? Ouais. Alors, le storytelling, de manière très simple, c'est raconter des histoires, storytelling. Et plus globalement, en gros, c'est un outil de communication qui mêle à la fois les techniques d'écriture créative Mhm. et les techniques de communication. Donc, en fait, on vient mêler la manière de raconter des histoires à la manière de communiquer. Ça donne le storytelling, de manière très résumée et avec des mots simples. Et les avantages, en fait, c'est que quand on raconte des histoires, en général, on crée aussi de l'émotion. On Mhm. vient susciter de la colère, de la joie, de la tristesse possiblement, et ça vient déclencher un petit interrupteur dans le cerveau qui va créer comme si, enfin comme un carré de chocolat qu'on mettrait sur la bouche de sur la langue de notre communauté. C'est-à-dire, on va leur donner un petit carré de chocolat, ça va leur déclencher un petit pic de dopamine, ils vont être contents, c'est tout. Puis on va revenir 2 jours plus tard avec un nouveau carré de chocolat et on va les rendre accros. Donc, Mhm. de manière très résumée, les avantages du storytelling, c'est vraiment ça. C'est plus que de raconter des histoires et du coup de montrer sa personnalité, son parcours, etc. C'est vraiment devenir ce petit carré de chocolat sur la langue de sa communauté pour la rendre vraiment accro. Ouais, pour qu'ils se lient un peu à nous et qu'on devienne presque indispensable grâce à bah, notre histoire et à ce qu'on va pouvoir raconter. Mais c'est vrai que tu vois, il y a une certaine complexité, entre guillemets, liée au storytelling. C'est que les gens se disent, OK, très bien, je peux raconter des histoires. Mais déjà, de un, qu'est-ce que je vais dire? Et de deux, comment je construis? Quels sont, selon toi, les 5 éléments, ou trois, peu importe, comme tu veux, Ouais. qui sont réellement importants dans le storytelling pour qu'une personne aujourd'hui puisse se dire, bah, en fait, c'est un peu à la portée de tous, entre guillemets. Bien Mhm. sûr, il va falloir de l'entraînement parce que bah, ça s'apprend pas comme ça. Il faut s'entraîner. Et au début, désolée de vous le dire, mais votre première histoire, elle va pas être terrible, mais ça fait partie aussi du jeu. Quels Mhm. seraient les critères réellement à prendre en compte pour se dire, Ouais. maintenant, j'ai une bonne histoire? Ok. Alors, déjà, c'est marrant parce que c'est exactement ça. Votre première histoire, ce sera, mon prof me disait, ce sera de la merde. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce genre Oui, de oui, t'as le droit de vocabulaire le dire. ici. T'as le Mais droit. voilà, typiquement, on a étudié les premiers textes de Marcel Proust dans mes études et on s'est rendu compte que cet écrivain à succès écrivait en fait n'importe quoi au début. Et c'est normal parce que c'est vraiment peut-être un des principes fondamentaux du storytelling, c'est il faut pratiquer. Parce que voilà, tu peux pas, enfin, on ne naît pas écrivain, tout comme on ne naît pas magnifique storyteller, etc. Après, au niveau des principes clés, moi je dirais le premier peut-être, c'est vous savez raconter des histoires. Mm. Il n'y a qu'à voir quand vous faites du commérage avec votre meilleur ami ou avec vos copains entrepreneurs, etc. Ah, je t'ai pas raconté, etc. On sait tous raconter des histoires. Donc ça, c'est déjà très bon signe, on part tous au même stade. Mm. La deuxième chose, c'est qu'une bonne histoire, ça a un début, un milieu et une fin. Mhm. Donc il faut négliger aucune de ces étapes. C'est-à-dire il vous faut, quand vous essayez de construire
une histoire, ça peut être tout n'importe quoi, une histoire, mais en tout cas, il vous faut un début, le milieu et la fin. Donc ça, c'est peut-être les deux, entre guillemets, plus simples. Après, je vais peut-être partir, si tu es OK, sur des principes dans l'écriture même. Bien sûr. Je trouve les plus importants, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, c'est pas forcément une histoire avec un vocabulaire de professionnel hyper alambiqué, hyper... voilà, tu sais, le vocabulaire où tu te dis, ah, ça fait savant. Ouais. Sauf qu'en fait, ça va juste donner l'impression, ça va juste avoir comme conséquence qu'on ne va pas comprendre votre histoire et qu'on ne va pas la lire. Ok. Autre chose dans l'économie, c'est ne pas trop forcer sur les adjectifs, les adverbes, etc. Aller vraiment à l'essentiel. Saint-Exupéry, j'aime bien. En fait, j'adore cet auteur, donc je me permets de faire une petite citation. Il disait que la perfection était atteinte non pas quand il n'y avait plus rien à ajouter, mais quand il n'y avait plus rien à supprimer. Donc, on fait au plus simple, au plus direct, au plus concis, et on n'a pas besoin de rajouter que la montagne était magnifiquement belle et luxuriante et verte. Non, on s'en fiche. En fait, il faut vraiment faire au plus simple pour être sûr en fait que la personne elle va se connecter à nous parce que c'est vrai que tous les jours, au quotidien, on n'utilise pas des phrases à rallonge et on va pas mettre C'est ça, des adjectifs jusqu'on n'en sait où. On fait vraiment toujours au plus simple. Et c'est vrai que tu vois, même en rédaction de contenu, etc., l'idée, c'est aussi que ça aille vite. Parce que bah, c'est les gens, ça. ils n'ont pas non plus 10 minutes à perdre, entre guillemets, bien sûr, mais à regarder votre contenu. Il y a tellement de distractions qu'il faut vraiment aller droit au but et arrêter un peu de tourner autour du pot, mais C'est exactement en ça. racontant une histoire. Donc, C'est il y a ça. aussi cet équilibre à trouver qui peut être difficile. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que justement, ça vient avec la pratique. Mm. Parce que au début, on va peut-être faire. Moi, je me souviens de mes premiers textes, hein, il y avait 50 000 adverbes, 50 000 adjectifs, on comprenait rien. Et une fois que tu enlèves tout, bah, tu te retrouves peut-être avec un quart de ce que tu avais écrit à la base, mais ce un quart, il est nickel. Ouais. Mais du coup, Et face à ça, du coup, c'est vrai que par exemple, tu vois, on donne souvent le conseil aux gens dans leurs articles de blog ou même surtout en newsletter de poser un contexte, de raconter une histoire et d'être sûr de réussir à connecter avec la personne. Dans ces éléments-là qui sont un peu clés pour créer une bonne histoire, comment on sait que on a mis assez de choses pour que le cadre soit posé et pour transmettre les émotions sans réellement tomber dans le c'est trop long. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ici un équilibre ouais, aussi en storytelling qui peut être difficile à trouver. Est-ce que ça va venir avec la pratique? Est-ce qu'il y a, tu vois, des limites d'éléments à indiquer pour être sûr que on va transmettre l'émotion, mais que ça va être juste et que c'est bon? Comment on fait pour retrouver cet équilibre-là? ok. Il y a un autre principe qui est super intéressant et je pense qu'il va répondre un peu à ta question. Ça s'appelle le principe du déplacement en écriture. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer par écrire un brouillon avec ce qui sort en fait de tes tripes, de ton cerveau, de tes doigts, peu importe. Ça va être du brut. Et à partir de là, tu vas utiliser le principe du déplacement. C'est-à-dire que peut-être tu vas te dire, ok, cette première phrase, elle n'est pas intéressante en tant que première phrase. Donc je vais la prendre, puis je vais la mettre au milieu. Ou alors la dernière phrase, au contraire, elle serait hyper percutante en tant que début. Parce qu'on se souvient qu'une histoire, il faut que ça ait un début, un milieu, une fin. Donc le début, ça peut être le contexte. Donc peut-être que là, je vais le mettre au début. Il ne faut pas avoir peur déjà dans un premier temps de faire en sorte que son texte soit de la pâte à modeler complet. C'est-à-dire, bah voilà, tu as un truc brut au début, puis après peut-être que tu vas rajouter un peu de pâte à modeler par-dessus, ou alors tu vas en enlever en dessous. C'est du Mhm. déplacement. Et par contre, effectivement, est-ce que ça va être vraiment compris? La compréhension, elle se mesure auprès du public. Donc, quelque part, ça va être à force de pratiquer, à force d'avoir des retours, ou au contraire de ne pas en avoir. On va peut-être se dire, peut-être que ça ne marche pas forcément, donc on va changer des petites choses. Mais de manière générale, niveau écriture, storytelling, etc., c'est on pratique, on teste, on pratique, on texte, on teste. On n'hésite pas à se confronter directement au regard de quelqu'un, que ce soit notre communauté ou tout simplement bah, une amie, un business friend, etc. Bon, bah écoute, est-ce que tu peux me dire de manière très, pas objective, mais très sincère ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu verrais? Ou est-ce que tu verrais différentes phrases, etc. Et à force, ça va venir. C'est vrai que, tu vois, c'est marrant que tu évoques ce principe parce que ça me fait un peu penser, tu sais, aux nouvelles, nouvelles entre guillemets, mais aux nouvelles séries sur Netflix qui sortent, où en fait, tu as dès le début la scène ou l'action ou le truc qui va se passer, genre un mort ou peu importe. Et après, petit à petit, au fil de la série, tu Mm. reviens en arrière pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Le principe de déplacement, c'est à peu près ça, ça me ressemble C'est à totalement. peu près ça. C'est à peu près ça. En fait, c'est soit tu le prends de cette manière-là, c'est-à-dire que tu mets la fin au début,
Mhm. Ça, c'est peut-être un des trucs les plus simples, entre guillemets, du déplacement. Mais parfois, ça va être juste de sauter une ligne, Ouais. d'ajouter un paragraphe, d'intervertir deux paragraphes pour rendre ça un peu plus percutant ou impactant. Ok. Ça peut être plein de choses. C'est pour ça que je dis que c'est de la pâte à modeler, parce qu'en fait, une fois que tu as écrit ton premier brouillon, ton Mhm. texte, tu en fais ce que tu veux. Tout dépend de ton objectif, mais il y a des fois, si tu veux être percutante, par exemple, dès le début, peut-être que la fin, effectivement, tu vas la mettre au début. Ouais, je Tu peux vois. faire plein de choses en fonction de ce que tu as envie de faire. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux par rapport à tes objectifs, quoi. Ouais. Et il y a une deuxième difficulté qui revient souvent au-delà de la technique, de la pratique, de tester, de comprendre ce qui nous va ou non, c'est de se dire, en fait, j'ai rien à raconter. C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, que j'entends très souvent parce que ben, en création de contenu, il faut poser un contexte, il faut dire aux gens pourquoi, comment, transmettre des sentiments. Et très souvent, les gens me disent, mais en fait, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi raconter. Ma vie, c'est ben, mon ordinateur, je travaille et puis je passe du temps avec mes amis. Comment je fais pour trouver des histoires là-dedans? Est-ce que toi, tu as des astuces ou est-ce que tu as vraiment des choses que tu notes réellement bah, qui font partie de ton quotidien et que tu peux réussir à transmettre facilement en communication? Alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment pareil, la phrase que j'ai mais tout le temps. En fait, c'est soit j'ai rien à raconter, soit mais tout a déjà été raconté, donc je peux rien ajouter de plus. Exactement. Et moi, à chaque fois, ça me fait sourire parce qu'en fait, ça revient au truc que je disais au début. On sait tous raconter des histoires et plus globalement, on a tous des histoires à raconter. Et c'est pas des éléments précis, c'est-à-dire que je peux pas te faire une liste en te disant, alors là, il faut que tu racontes comment tu es né, précisément. Ensuite, il faut que tu me racontes comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, selon les personnes, selon les business, selon l'audience derrière, ça intéressera pas à la même échelle. Mhm. Mais par exemple, moi, j'ai des anecdotes très précises que je pioche un peu dans mon quotidien et que j'arrive à relier à une problématique qu'ont mes clients et que je ressors tout le temps. Par exemple, je ressors tout le temps une anecdote de mon papa qui court 120 km dans les montagnes. Ok. Et à chaque fois, je le lis voilà, à la problématique de un business, ça prend du temps, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours. C'est plus. Tu sais, le business, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, je dis non, non. Le business, c'est 120 km dans les montagnes. J'aime Donc, bien. moi, j'adore. Je suis très admirative de mon papa qui court 120 km pendant 48 heures d'affilée dans les montagnes. Et tu vois, c'est une anecdote toute bête. C'est même pas la mienne. C'est l'anecdote de mon père. Mais pour autant, en fait, du moment où tu vois quelque chose dans la vie de tous les jours, tu vas chez ton boulanger, tu te rends compte que, ah, ça me fait penser à un truc du business. Ou, Hmm. ah, ça me fait penser à une problématique que rencontrent mes clients. Tu peux tout faire avec. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, c'est vraiment, en fait, je pense, une croyance limitante de se dire, en fait, je ne sais pas, puisque c'est vrai que le storytelling, c'est quelque chose de très ancien, mais au niveau Mm. business, on en entend de plus en plus parler et c'est un peu nouveau, tu vois, comme concept de se dire, bah, je vais utiliser du copywriting, je vais utiliser du storytelling, et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Donc, en fait, c'est un muscle qu'il faut développer, et c'est vrai que tu vois, tu disais, par exemple, l'exemple du boulanger. Mais en fait, moi, quand je me penche de plus en plus sur le storytelling depuis maintenant quelques mois, et c'est vrai que tu vois, j'ai eu exactement le même parcours de me dire, je ne sais pas quoi dire, en fait. Je passe juste 15 heures devant mon ordinateur, je n'ai rien à raconter. Et tu vois, petit à petit, j'ai commencé à faire l'exercice et à me dire, mais non, en fait, il y a ça qui m'est arrivé que je peux relier. Par exemple, très, très récemment, j'ai eu l'histoire du fait de me dire, bah, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé mon blog et quand j'ai commencé à me spécialiser en SEO, on me contactait pour de l'orthodontie et pour un appareil dentaire alors que je suis pas du tout dentiste. Tu vois, ça faisait partie aussi de mon histoire et c'est la réalité. Donc en fait, il faut juste chercher C'est et ça. se muscler et surtout être très observateur parce que ben, j'ai bien conscience qu'en storytelling, tout peut faire une histoire en fait. À C'est partir ça. du moment où on se met dans le truc, tout peut marcher en fait. C'est exactement ça. Et du coup, si je peux me permettre d'ajouter pas un exercice, mais presque, pour essayer de justement repérer dans son quotidien ce qui peut être une histoire, il y a un truc très simple, c'est de faire une liste de courses. Mais version, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, etc. Donc tu vas te mettre en plein milieu de la rue, sur un banc, dans une rue avec beaucoup de passants, etc. Tu prends un carnet, un stylo et tu notes absolument tout ce que tu vois sans trop réfléchir. C'est trop Donc bien. ça peut très vite arriver à une liste de 5 6 pages, hein, c'est normal. Et parmi ça, bah, il y a évidemment des choses qui vont pas être intéressantes, Mhm. mais peut-être que tu vas capter une conversation qui va te faire penser à quelque chose. En fait, ça marche beaucoup par association d'idées. Ouais. Tu vas te rendre compte que bah, peut-être tu vas ressentir quelque chose pendant que tu es assise comme ça dans la rue au milieu de tout le monde et que ça va te faire penser à quelque chose que tu as vécu ou à une réflexion qu'on pourrait avoir, tu vois.
Donc, déjà, tu notes de manière assez automatique tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, tout ce que tu sens au niveau des odeurs. Et tu essaies de voir à chaque fois ensuite ce qui pourrait devenir une histoire. Mm. Et vous seriez très surpris parmi cette liste de tout ce qui peut devenir une histoire. C'est trop bien. Parce que tu vois, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il faut faire des trucs de fou. Tu vois, genre moi, par exemple, j'ai déjà entendu dire pour faire du storytelling, il faut, au-delà de sortir de sa zone de confort, il faut impérativement se créer des aventures. Alors, moi, je suis très timide et je suis désolée, mais la zone de confort, on aime bien y rester. Tu vois, et du coup, c'est vrai que je me disais, mais en fait, je vais pas déplacer des montagnes pour juste écrire une histoire. Enfin, et en fait, petit à petit, ça m'a un peu remis dans mon contexte de me dire, bah, au final, je vais faire avec ce que j'ai autour de moi. Et ton exemple de on s'assoit sur un banc, on observe et on voit ce qui se passe, c'est vrai que en fait, on n'est pas toujours obligé de raconter notre histoire. On peut également, tu vois, comme tu le faisais avec ton papa, prendre l'histoire de quelqu'un d'autre et le lier au business. Est-ce que toi, tu imposes quand même une limite entre vie privée, vie pro? Puisque c'est vrai que tu vois, quand on parle également de storytelling, il y a souvent cette idée de j'ai pas envie de dévoiler ma vie. J'ai pas envie que les gens sachent réellement ma vie privée parce que bah, c'est mon jardin secret et c'est OK et il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a une certaine limite à s'imposer ou est-ce que c'est vraiment au choix de chacun de dire bah, au final, si j'ai envie d'en parler, j'en parle et sinon, j'en parle pas. C'est plutôt au choix de chacun. Il n'y a pas vraiment de règle. La règle, c'est juste de ne pas aller au-delà de ce qu'on peut supporter, nous, de partager. Moi, par exemple, j'ai aucun mal, tu vois, à parler de mon papa, à parler, mon pourquoi vient de mon grand-père directement et de son décès, donc c'est très intime quelque part, mais ça me concerne moi, donc je suis OK sur ça. Mhm. Euh, Dès que, moi, tu vois, ma limite, c'est dès que ça touche vraiment quelque chose d'intime de quelqu'un d'autre que moi. Ok. Donc je vais pas aller raconter quelque chose qui a pu arriver à une personne de ma famille ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument hors de question pour moi. Mhm. Il y a des personnes qui ne vont pas vouloir du tout partager des choses liées à leur histoire, et c'est OK. Tout simplement parce qu'en fait, on peut trouver des histoires partout. Moi, je peux te trouver une histoire liée à Mario Bros, au téléphone, à une abeille, enfin... Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu arrives en fait à intermêler tout. Et c'est vrai que je t'avoue que c'est vraiment ce qui m'a impacté dans ta communication. C'est qu'en fait, tu arrivais à prendre tout et à l'insérer dans ta communication et à en créer un truc trop bien. Et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, l'impact des histoires, en fait, au moindre post que tu faisais, au moindre texte que tu pouvais écrire, en fait, je ressentais quelque chose. Et c'est là aussi, tu vois, que petit à petit, j'ai compris la force du storytelling parce que c'est beau, tu vois, d'en parler en théorie, c'est raconter des histoires, ça paraît complètement bateau. Nous raconte des histoires depuis qu'on est tout petit à la maternelle, donc Oui, ça paraît débile dans le fond. Mais sur la forme et en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que, selon toi, il faut donner absolument des exemples très précis et très contextualisés, ou est-ce que on peut parler un peu de manière générale, dans le sens où c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai l'impression que je vais parler d'un truc tellement précis que j'ai l'impression que du coup, je vais toucher personne parce que ben, les gens vont pas forcément s'identifier à ce que je vais dire. Comment on fait par rapport à ça pour jauger un peu l'amplitude, je dirais, de notre histoire? ouais. Je pense que ça dépend de la cible de chacun. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait au tout début, quand j'ai travaillé sur mon client idéal, etc., dans mon questionnaire, je faisais des interviews client idéal où j'appelais tout le monde, etc., j'avais une question, c'était c'est quoi tes films ou séries ou en tout cas références pop culture préférées? Et je me suis fait une liste. Ok. Et tous les exemples que j'ai pu utiliser dans ma communication, donc j'ai fait un exemple sur Desperate Housewives, sur Mario Bros, etc., c'est des choses qui sont ressorties dans mes interviews clients idéales et donc je savais que je pouvais m'appuyer dessus parce que ça allait parler aux gens. Mhm. Je pense que c'est bien de savoir un petit peu, un minimum en tout cas, surtout quand c'est des références très pop culture, où se situe sa cible. Donc ça, c'est tout bête, hein. Tu fais des sondages sur Instagram, oh, je suis en train de regarder ça, par exemple, c'est tout con, mais oh, je suis en train de regarder ça, est-ce que tu connais? Oui, non. Si tu as une majorité de oui, tu sais que ça, tu peux l'ajouter dans tes exemples à utiliser. Et après, de manière générale, ça dépend ce que tu appelles très spécifique. Si Mhm. c'est très spécifique à ton milieu, à toi, il faut que ta cible soit quand même un minimum au courant de tout ça. Et après, encore une fois, on peut être très surpris parfois de certains exemples qui vont toucher beaucoup plus. Je me souviens d'une fois où j'ai raconté comment j'avais galéré à faire pousser un avocatier. Ok. Donc on peut se dire, bon, c'est tout con, un avocatier, bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est sûrement à ce jour le contenu qui a le plus fait réagir Ah ouais. et dont on me reparle encore alors que ça fait quand même un an et demi. Ah, c'est incroyable.
Alors que Donc, j'ai il y a juste vraiment... expliqué comment j'avais fait germer mon pépin d'avocat, que j'avais galéré pendant 8 semaines, etc. Je l'avais relié au business Mhm. et ça avait explosé. C'est en fait les exemples très imagés aussi, tu vois, qui vont parler C'est ça. puisque c'est ce qui va rester. Parce que c'est C'est vrai ça. que quand on ne pose pas forcément le contexte de l'histoire, en fait, on a du mal à se projeter. Et c'est un peu, tu vois, la même analogie de quand on lit un livre et quand on regarde le film, tu vois. C'est le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir imaginer le contexte. Et tout ça, c'est un travail parce que, ben, mine de rien, c'est un peu complexe dans le contenu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément créer du contenu comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une réflexion aussi qui se fait. Quelles seraient, toi, les erreurs que tu vois aujourd'hui dans la création de contenu, dans le discours que les gens vont pouvoir mettre en avant sur leurs réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui que tu te dis, vaut mieux pas le faire parce que ça peut vous porter préjudice aujourd'hui dans votre com? Je pense, alors j'en vois plusieurs, mais je trouve la plus importante et celle qui abrite en fait toutes les autres, c'est le côté, une histoire, ça a un début, un milieu et une fin. Mhm. Et bien souvent, quand je vois des personnes qui essaient de raconter voilà, des petites anecdotes, des histoires ou qui utilisent la pop culture, le début est nickel, ça donne envie. Le milieu, on commence un petit peu à lâcher et il n'y a presque pas de fin. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis il y a un début, un milieu et une fin, c'est que les trois doivent être proportionnels en termes de travail et en termes de ce que tu mets dedans. Tu peux pas tout mettre dans le début, en mettre un peu moins dans le milieu et puis te dire, bah, ça va, de toute façon, le début était génial, donc la fin, je peux lâcher un petit peu. Bon, je dis ça en toute bienveillance et sans aucun jugement, parce que je suis passée par là, donc je me permets. Mais en gros, quand on réfléchit à faire ce genre d'histoire, à raconter ce genre d'histoire, c'est bien de... Moi, ce que je fais, c'est que je me fais un petit tableau. Je me fais un tableau avec 2 colonnes et 3 lignes, donc la ligne début, la ligne milieu, la ligne fin. Et dans l'autre colonne, je mets ce que j'ai envie de mettre dans ces trois parties. Mhm. Donc, typiquement, c'est partie 1, partie 2, partie 3, qu'est-ce que tu racontes? Si je vois qu'il y a des déséquilibres, j'essaie de... Alors, quand je dis de combler, c'est avec des choses qui sont intéressantes, hein, on comble pas avec du vide. Mais voilà, j'essaie de me dire, OK, comment est-ce que je pourrais rendre la fin aussi complète, aussi construite et aussi profonde, entre guillemets, que la partie 1, que le début. Ok. Et donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Je trouve que c'est peut-être la plus grosse erreur parce que ce qui est dommage, c'est que du coup, on est hyper content Mhm. avec le début. Donc, on a le carré de chocolat qui s'approche de notre langue et on nous l'enlève tout de suite. Donc on n'a pas le temps de le goûter. Ouais. Et Et quand donc ça crée plus de frustration. Ouais, je vois. Mais du coup, quand tu dis fin, tu dis plus la chute de l'histoire ou tu dirais plus au niveau business, un CTA, un passage à l'action, une réponse à un email. Ça peut être plein de choses en fait, la fin. Ouais, alors la fin pour moi c'est les deux. C'est vraiment la conclusion, c'est-à-dire il faut qu'on comprenne où tu voulais en venir avec tout ça. C'est-à-dire que quand je raconte par exemple l'histoire de mon papa qui fait 120 km, je conclus toujours en disant que là, vous voyez la course que mon père a vécue avec ces moments où il n'arrivait plus à courir, où il pleuvait, ou même il y a eu un jour où il a neigé quand il a fait les 120 km. Donc il fallait continuer à courir. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est des moments où il va faire grand soleil, vous allez voir des paysages magnifiques, et des moments où vous allez être en pleine montée avec je sais pas combien de dénivelé et de la neige en pleine face. C'est Il vrai. faut continuer, et il faut y arriver. Enfin, tu vois, j'essaie de développer la fin de mon idée, c'est un peu la morale de l'histoire si c'était un conte, et je mets un appel à l'action. Ok. Et ça, Après, l'appel à l'action, c'est un processus que tu mets en place partout, que ce soit sur tes réseaux sociaux, dans la newsletter, tu le fais partout tout le temps. le seul endroit où je le fais pas, c'est dans mes épisodes de podcast, Ok. où je suis toute seule, parce que c'est vraiment des réflexions sur le vif, où vraiment j'allume mon micro, je déverrouille un peu mon cerveau et je parle, je parle, je parle. Donc c'est un petit peu moins construit, mais c'est plus sur le principe des réflexions. Par contre, newsletter, post Instagram, etc., ça oui. Ok, et ça fonctionne tout le temps du coup sur le même concept de début, milieu, fin, Ouais. avec vraiment une réflexion, une morale et savoir un peu réellement qu'est-ce qui se cache derrière une histoire de la vie quotidienne. Et pourtant, un truc qu'on arrive totalement à ramener au niveau business et on arrive à en tirer des leçons. Toi, de ton côté, quelles seraient les manières de faire pour vraiment aider les gens? Comment les gens pourraient travailler avec toi? Parce que ben, c'est vrai qu'on a bien compris toute l'importance, on a bien compris tous les enjeux. Mais par contre, ça peut être un peu compliqué de le mettre aujourd'hui en pratique. Toi, comment tu fais pour aider les gens? Est-ce que tu fais du coaching? Est-ce que tu as des formations? Dis-nous un peu comment les gens peuvent travailler avec toi s'ils ont envie aujourd'hui de se dire bah, je vais créer des histoires de ouf avec mon quotidien. Alors, alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau accompagnement, je fais
toujours du 100% personnalisé, c'est-à-dire que tu viens me voir avec une problématique et on construit ensemble l'accompagnement. Ce qui permet de, si demain, quelqu'un a besoin de passer 3 semaines, admettons, à travailler à fond sur le storytelling et comment créer de super contenus avec moi, sans vouloir m'envoyer des fleurs. Mais voilà, on construit ça ensemble en général et puis on essaie de faire en sorte que l'accompagnement se passe au mieux. Et ensuite, j'ai une petite formation qui s'appelle La Potion. Donc pour l'instant, elle est uniquement axée sur le fait de trouver des idées de contenu. Et là, je suis en train de bosser sur une mise à jour qui devrait sortir dans l'année normalement, justement avec toute la partie storytelling. Donc, une fois que tu as l'idée de contenu, qu'est-ce que tu fais pour la construire et pour vraiment avoir un contenu solide et qui tienne la route et surtout qui soit lu. Ouais. Donc, voilà. Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast si vous avez envie de vous informer, de découvrir le parcours de Justine ou même juste de découvrir son contenu parce que vous allez vous en... En fait, c'est pour moi également un excellent cours que tu donnes juste en publiant du contenu parce qu'on arrive un peu à voir comment tu fais et un peu ce qui se passe aussi dans ta vie. Donc vraiment, merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous dans la Buzzword Academy et je te dis du coup à très bientôt. Plaisir partagé. À bientôt.